C'est là qui reprend. Ça c'est l'édition de 60. Ça c'est l'édition de Gourou. La bibliothèque de géographie se réjouit de vous accueillir ce soir. Cette exposition est le résultat de l'engagement de l'équipe dans la valorisation de ses collections, en relation étroite avec les enseignants-chercheurs qui gravitent autour de l'Institut de géographie. Anne, est-ce que je te laisse dire quelques mots sur les projets ? Tout à fait. Donc en fait, effectivement, on a deux axes de valorisation à la bibliothèque. Donc d'une part, il y a le projet qu'un certain nombre d'entre vous connaissent très bien, qui est le projet autour des sources de l'École française de géographie, qui a débuté il y a plusieurs années et qui a été largement porté par le Serval en Sorbonne. Et puis il y a aussi un autre projet qui a débuté il y a moins longtemps autour de la valorisation des cartes. Ça a donné entre autres ces deux stages qu'on a été très très contents d'accueillir, de Sylvain et de Christelle, et cette magnifique exposition. Alors je vais essayer de vous donner des éléments un tout petit peu plus concrets sur ce travail d'investigation qu'on a fait. Donc là, notre collection est très invisible aux yeux du public, elle est dans les magasins, mais il n'y a pas de collection dans les espaces. Donc on a eu vraiment à cœur, avant d'accueillir un premier stagiaire NC, donc Sylvain est là avec nous ce soir, de réfléchir à cerner nos corpus d'intérêt. Et donc on a associé Jean-Luc Arnaud qui est présent ce soir, Gilles Palski, Marie-Claire Robic, et ils nous ont aidés à définir les priorités, et notre intérêt s'est porté sur l'empire colonial. Donc je laisse la parole à Christelle pour présenter ses invités, et je vous dis à quel point on se réjouit que ce travail d'équipe trouve son aboutissement ce soir. Nous avons eu à cœur de réunir pour présenter cette exposition des historiens et des géographes, puisque cette exposition est à la croisée de ces deux disciplines sœurs que l'on a parfois opposées et qui se retrouvent ici. Nous commencerons donc avec Marie de Rugy, historienne, qui est maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Strasbourg, à Sciences Po de Strasbourg, dont la thèse nous a beaucoup servi pour l'élaboration scientifique de cette exposition. Ensuite, Marie-Claire Robic, géographe, directrice de recherche émérite au CNRS, membre du laboratoire Géographicité, et ancienne directrice de l'équipe épistémologie et histoire de la géographie. Et enfin, monsieur Jean-Luc Arnaud, qui a fait le voyage depuis Marseille, directeur de recherche au CNRS et membre du laboratoire Temps, Espace, Langage, Europe Méridionale, Méditerranée, TELEM, interviendra sur la constitution de la cartographie, sur l'élaboration des contextes, des concepts et des pratiques de cette cartographie. Et il est surtout le fondateur et animateur de Cartomundi, qui est un outil irremplaçable, extrêmement précieux pour les géographes, les cartographes et tous ceux qui s'intéressent à la cartographie. Cartomundi est un portail cartographique qui permet de valoriser le patrimoine cartographique qui est hébergé par la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Je vais proposer à Laurence Bobis peut-être de dire un mot sur... En conclusion, alors. Voilà. Alors en fait, moi je suis extrêmement heureuse d'être là ce soir, et je voulais remercier quand même chaleureusement Anne Janson et Aude Chêne qui pilotent cette bibliothèque en ayant impulsé une vraie politique de valorisation. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Je pense que la valorisation des collections, c'est vraiment ce qui permet d'impulser une dynamique dans une équipe. La bibliothèque de géographie est un des départements de la BIS, et les projets de valorisation, c'est aussi ce qui permet de faire des liens entre les différents services et les différents départements. Tout à l'heure, Anne a cité le Serval, par exemple, qui est le service qui est dédié à tout ce qui est humanité numérique, pour faire court, et qui pilote la bibliothèque numérique. C'est quelque chose de récent également. Et le fait que chaque service de la vie s'empare de la politique de valorisation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Si nous laissons la parole à Marie de Rugy, qui va nous guider dans les premières parties de cette exposition.
Donc l'enjeu, il me semble, c'était dans cette exposition, donc déjà d'interroger les rapports savoir-pouvoir, qui est la grande question de l'histoire de la géographie et de la cartographie quand on travaille en situation coloniale. Donc ça c'est pas propre à l'Indochine française, ça a été déjà beaucoup fait sur d'autres terrains. Et puis, il y avait aussi l'enjeu de mettre en valeur, donc certes les cartes, et puis une spécificité quand même de l'Indochine française, c'est le service géographique de cette Indochine qui a été créé, donc un service ad hoc pour faire les cartes. Et donc ça, c'est peut-être quand même quelque chose de propre à l'Indochine française. En premier, ce qu'on va voir, qui correspond à cette première partie, c'est donc le temps des explorations, le temps de la conquête, qui est à la fois le temps des itinéraires, donc c'est vraiment les explorateurs, parfois individuels, parfois aussi de manière un peu plus construite, on parle d'expéditions quand même, qui vont parcourir le territoire, que ce soit en fait principalement d'abord par les fleuves, également ensuite par les routes, et qui vont progressivement permettre une cartographie donc d'itinéraire et donc permettre ensuite des cartes peut-être générales de cette Indochine française. Alors on peut citer en premier, enfin pas en premier, d'abord voilà ici, alors vous passerez peut-être après, mais c'est une des premières expéditions importantes, disons, pour l'Indochine française, c'est celle de Doudard de Lagrée et Francis Garnier, qui vise à remonter le Mékong, donc du sud de Saigon jusqu'en Chine, entre 1866 et 1868, avec pour objectif vraiment d'ouvrir le marché chinois, d'ouvrir l'Indochine vers la Chine. Cette première expédition d'envergure, disons, permet effectivement une première cartographie dite générale. Ça va être une carte qui va servir ensuite de manière assez pérenne. Elle va être largement utilisée également par les Anglais notamment, qui vont dire Garnier est passé par là, il a appelé cette ville de tel nom, etc. Donc ça c'est peut-être un premier exemple, la classe de Garnier qui est fondée sur une cartographie d'itinéraire, donc vraiment le Mékong au centre, et avec ensuite quelques apports de part et d'autre de la route fluviale en l'occurrence, mais sinon on voit vraiment les blancs de la carte qui sont encore largement majoritaires. Ensuite la seconde, alors on parle de carte française, entendons-nous, la seconde c'est peut-être celle de la mission Pavie, avant la colonisation, pendant la conquête et puis pendant toute ce qu'on a appelé la pacification ensuite des territoires plutôt montagneux. Ensuite, ici, le choix a été fait aussi de montrer des cartes qui datent justement de la conquête, donc dans les années 80, donc des cartes très précises, et cette fois-ci vraiment sur des lieux particuliers, donc des cartes finalement assez classiques qui correspondent à cette cartographie en temps de guerre, avec la citadelle, les forteresses, les fortifications, l'armement sur place, etc. Donc c'est ce qu'on peut voir sur différentes cartes, ici à Tuyen Quang notamment, ou encore dans les suivantes, ici à Lang Son, donc à la frontière entre la Chine et donc ce qui était le Tonkin, le nord du Vietnam. Voilà, donc ça c'est plutôt pour cette première partie. Ensuite, la deuxième partie, elle est centrée autour du travail qu'a fait le service géographique de l'Indochine, donc dont je parlais, qui a été créé en 1899 et qui marque en quelque sorte un saut qualitatif dans la cartographie de l'Indochine. Au passage, vous pouvez voir encore les cours des rivières, donc toujours autour de cette cartographie d'itinéraire. Peut-être que c'est vraiment la route fluviale au centre et puis toute la cartographie qui s'organise à côté. Et puis également toutes les informations qui sont données sur la navigation. Et donc là, on voit aussi l'importance des fleuves. Ici, c'est plutôt la carte le delta du Tonkin, donc effectivement le fleuve rouge, où on voit donc une cartographie qui est vraiment celle du service géographique, qui est l'ancêtre de l'IGN, l'ancêtre de ces cartes que finalement on faisait en France également, et puis ailleurs, il y a d'autres modèles en Angleterre, en Irlande, mais c'est vraiment ce principe-là, avec aussi ce qui est intéressant, c'est de comparer dans les légendes tout ce qui est utilisé, justement tout ce qui est repris de la carte de France et tout ce qui en fait ne rentre pas, tout ce qui est hors catégorie finalement, les spécificités du terrain indo-chinois qui ne collent pas à ce qu'on utilisait pour la France à ce moment-là. Et donc ça c'est aussi quelque chose qui
qui est notable, ou en tout cas qu'on peut remarquer. Alors après, il y a effectivement des cartes à l'échelle urbaine, donc les cartes d'Hanoï, où là on voit aussi le développement de la ville coloniale. Hanoï, c'était la capitale de l'Indochine française, alors plutôt la capitale politique, la capitale administrative, mais c'était plutôt Saigon, Ho Chi Minh Ville, la capitale économique, disons. Mais on voit aussi toute cette ville coloniale qui se constitue, tous les bâtiments coloniaux, et qui du coup, l'emprise de cette ville coloniale, le centre qui se développe par rapport ensuite à la ville vietnamienne. Et donc, voilà, c'est peut-être ce que montrent ces plans de ville. Merci beaucoup pour ces explications. Comme vous l'a dit Marie de Rugy, les cartographes sont obligés de s'adapter à un terrain qui est nouveau, et il en est de même pour les géographes. Et sur ce point, je vais laisser parler Marie-Claire Robic. Merci beaucoup. Je ne suis pas vraiment la grande spécialiste, donc j'approcherai cette fin d'exposition de manière un petit peu arbitraire et éventuellement pointue, mais pour dire qu'effectivement, en suivant notamment les travaux de Frédéric Thomas, on a voulu contraster une géographie, apparemment ce qu'on peut appeler une géographie coloniale, qui n'est pas une géographie dans le sens où ce n'est pas l'application, le développement d'une discipline, c'est un amalgame de toutes sortes de pratiques et de disciplines, de connaissances, qui va un peu en parallèle de ces travaux et de la colonisation, de l'emprise, de la mise en valeur, qui va s'exprimer notamment dans l'entre-deux-guerres. Et on a donc eu deux très grandes thèses, reconnues comme telles, qui sont la thèse de Rebequin, défendue en 1929 sur la province du Tanoa. Mais ce ne sont pas des cartes de ce type qui apparaissent dans ces thèses. Ce sont des cartes qu'on appellerait plutôt thématiques, telle la carte dite densité de la population du delta tonkinois, qui figure dans la carte, dans la thèse de Kirguru. Néanmoins, il est évident que toute l'accumulation de travail cartographique à différentes échelles qui a été opérée depuis des décennies par les services géographiques de l'armée, par des services géologiques, par probablement les travaux publics qui s'inscrivent carrément dans les paysages des années 30 en construisant digues et autres installations pour maîtriser les fleuves et le risque d'inondation. Toute cette accumulation cartographique de différentes échelles est comme l'arrière-plan de tels chefs-d'œuvre. Je considère cette carte un peu comme un chef-d'œuvre. C'est une carte qui est donc très visuelle, comme vous le voyez, qui oppose des couleurs chaudes, du rouge, allant vers le brun, à des couleurs plutôt froides, le jaune, au-delà du jaune, tous ces verts et blancs indiquant pratiquement des zones peu peuplées, voire des déserts, comme il figure sur cette légende. On voit donc très bien les contrastes de densité à l'intérieur même du delta, mais en même temps, on voit que de toute façon, il s'agit d'une forte densité, une très forte emprise sur le milieu, une très forte maîtrise sur la nature qui est valorisée dans la thèse. Et cela, c'est l'une des problématiques de la géographie depuis cette fin du 19e, à savoir que l'ampleur l'importance de l'occupation humaine est d'une certaine manière l'indice d'une maîtrise ou d'une non-maîtrise. Alors, je vous inviterai à descendre pour la suite de cette soirée, puisque monsieur Jean-Luc Arnaud va prendre la parole et nous allons entrer plus en détail dans la conception des cartes. Je trouve que le fait d'avoir choisi l'Indochine est plutôt une belle idée, parce que je crois qu'on a une cartographie assez spécifique. Et l'Union indochinoise n'est créée qu'en 1887.
Ce qui signifie qu'en fait, on n'a pas de service géographique auparavant, et puis que le service géographique est créé, lui, ensuite, et plutôt à la fin, toute fin du 19e siècle. C'est un pays, donc, assez grand, et qui présente de très très fortes différences géographiques, hein, des différences de ressources évidemment, et des différences d'intérêt pour la puissance coloniale qu'est la France. Et dans ce contexte, on se demande quelle cartographie on va faire, et dans un premier temps, on adopte deux échelles principales. La première, c'est évidemment une vue d'ensemble, parce qu'on a besoin d'une vue d'ensemble, qui est dressée à l'échelle 1/500 millième, c'est-à-dire qu'un centimètre sur la carte représente 5 km sur le terrain. Donc là, une carte d'ensemble qui quand même compte 21 feuilles, hein, et qui constitue un tableau d'environ 3,50 m par 2,10 m. C'est en plusieurs feuilles. Alors, la souris. Ah voilà, c'est ça, elle est là. Je vais vous montrer quand même. Alors, je vais vous montrer des tableaux d'assemblage. Hein. Vous savez, tous ceux qui me connaissent savent que j'ai un tropisme vers ces objets. Et c'est vrai que celui-là n'est pas hyper clair parce qu'en fait, les feuilles aux 500 000, ce sont celles qui sont délimitées en rouge. Ils sont là, donc vous voyez, c'est 3 x 7, hein, je crois, 21 feuilles au 500 millième pour une Indochine, là, taillée large, si je puis dire. Et puis, à côté de cette carte principale, on change complètement d'échelle. On va dresser une deuxième carte au 25 millième, enfin, dresser une, pour expliquer. On va faire des cartes au 25 millième. Donc des choses extrêmement détaillées, hein, puisque 25 millième, hein, 1 cm, 250 mètres. Hein. Là, on a le delta du Tonkin, donc autour de Hanoï, si je puis dire. Et puis la région de l'Annan, où là, on voit bien comment on procède. On procède là où ça nous intéresse. C'est-à-dire qu'on a des petits groupes de 8, 10 feuilles, quelquefois 2, simplement dans les lieux où on imagine que des éléments de colonisation peuvent s'installer. En Indochine, vous voyez, là, on le voit d'ailleurs sur cette image, il y a plein de terres entre deux eaux, pas seulement dans les deltas, mais aussi dans les zones d'irrigation, parce que les fleuves débordent, parce que, bon, et ça, c'est vraiment nouveau, et c'est vraiment un problème de figuration aussi, tout simplement. Hein. Qu'est-ce qu'on figure ? Qu'est-ce qu'on dessine? Quel niveau d'eau on dessine, hein? L'île, elle n'existe que parce que la mer monte, enfin la mer descend, au contraire. On serait bien fait une petite. La manière de voir, d'analyser.